Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour la suite de ces previews consacrées à la future saison NBA, la 75e de l'histoire de la Ligue, d'où cette preview en 75 questions. Aujourd'hui, après une première partie, on va terminer de répondre aux questions à propos de la conférence Ouest. Mais paradoxalement, j'ai que des hommes de l'Est devant moi, dont l'homme du Michigan, l'homme des Grands Lacs, Ilias. Comment ça va ? Écoute, ça va plutôt bien, Ben, un peu usé par le combat de ce matin entre Wilder et Fury, mais voilà, j'ai mis mon réveil et je suis prêt à débattre de l'Ouest avec vous. On est multisport, on fait tout. Et l'homme du Massachusetts, de S2T pour ceux qui apprécient le Scrabble, l'est aussi multisport. Comment ça va, Alan ? Très bien, et toi? 100% Ouest pour moi dans ces previews, c'est bien, on est multifacette. Exactement. Il faut s'adapter. Il faut sortir sa zone de confort. Donc, je vous l'ai dit aujourd'hui, on finit les questions sur l'Ouest et puis après, on s'attaquera à l'Est. Mais avant ça, je vais d'abord, avant de passer le petit message, vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages très très gentils quand on vous a annoncé notre partenariat avec le League Pass et la NBA cette saison. Donc, merci. Je pense que je peux parler au nom de l'équipe. Ça nous a vraiment touchés. Donc, merci beaucoup. Vous avez été nombreux à dire que c'était mérité. Pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode précédent, on a la chance d'être partenaire de la NBA pendant cette pré-saison. Un lien pour souscrire au League Pass est fourni dans la description. En passant par ce lien, vous pouvez souscrire au League Pass et la NBA saura que c'est grâce au Dunk Hebdo NBA podcast que vous avez souscrit au League Pass. Donc, vous pouvez le comprendre, en tant que partenaire, ça nous aiderait beaucoup. Alors, si vous voulez voir les matchs NBA en HD, en différé ou même en direct sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description. Vous pouvez aussi voir les archives. J'avais un peu mal à la tête, les gars. Je me suis fait une finale 2009. Lakers, Magic, match 3, des grands longs 2 de Rafer Alston. Je peux vous dire que j'avais encore plus mal à la tête. Bref, du coup, je m'égare. Le lien est dans la description. Ça nous aidera vraiment. Et puis nous, on va retourner du côté des previews et on va partir pour la Nouvelle-Orléans. Vous connaissez la formule, 2 questions par franchise. On s'était arrêté aux New Orleans Pelicans. On va donc commencer par eux, Place aux Pelicans à une question sur le 5 majeur posé par Tom. Qui a le plus de chances d'intégrer le 5 majeur entre Najee Marshall, Josh Hart, Trey Murphy, Nickeil Alexander-Walker, Kira Lewis et Garrett Temple. Alors Garrett Temple est un vétéran, mais il y a beaucoup trop de jeunes joueurs pour que cette question ne revienne pas à Alan. Donc Alan, qui a le plus de chances d'intégrer le 5 ? Déjà, quand Tom, la semaine dernière, il a commencé à nous parler de cette question parce qu'on devait peut-être faire les Pélicans dans l'épisode de l'année dernière, de la semaine dernière, je lui ai dit franchement, déjà ta question, elle prouve que l'état du roster des Pélicans, il est assez problématique parce que comme tu l'as dit, on parle des sophomores, des rookies, des joueurs non draftés. Et moi, le joueur que j'ai tout de suite dit, pour moi, c'est Josh Hart ou Garrett Temple, hein. Je suis assez honnête, hein. Je pense que je sais, je sais pas si ça sera le choix fait par Willie Green, mais je pense que ce sera Josh Hart ou Garrett Temple. Il faut du joueur capable de défendre et de mettre un peu de spacing dans cette équipe à côté de Zion, à côté d'Ingram. Euh, donc moi, je pense que ce sera le choix qui sera fait par Willie Green, tout sachant que Kira Lewis et Trey Murphy sont les 2 joueurs qu'ils ont draftés les 2 dernières années. Je pense qu'ils comptent sur eux. Ils ont drafté dans le top 20. C'est 2 profils intéressants parce que bon, Murphy, on l'a vu, c'est un élite. Non, bon, il était un il était spot-up shooter. Il a des stats incroyables sur la pré-saison. C'est un très très bon shooter et il va être utile. Et Kira Lewis peut aussi shooter. Mais en fait, l'objectif des Pélicans, c'est de gagner des matchs, donc il faut mettre des vétérans sur le terrain, et je pense que ça sera le choix Hart qui sera fait. Effectivement, c'est très intéressant ça. Tu nous as dit il faut gagner des matchs. Du coup, je vais vers toi, Elias, pour la seconde question. Sans playoff cette année, où se situera le niveau d'inquiétude de cette franchise vis-à-vis de l'avenir de Zion ? On peut pas critiquer parce que c'est une question qui vient de moi-même. Alors, pas de playoff cette année, 3e saison pour Zion dans la ligue, 3e année sans playoff. Est-ce qu'on est inquiet vis-à-vis de l'avenir de Zion si on va pas en playoff du côté de la Nouvelle-Orléans ? Alors moi je dirais qu'il y a peut-être pas vraiment matière à s'inquiéter, à moins que Zion devienne le premier joueur de ces dernières années à dire non à une extension qui serait plus importante à New Orleans qu'ailleurs.
Mais après, il est jeune et il n'a pas encore en fait une vraie saison complète en professionnel à son actif. Le potentiel, il est énorme, mais on est toujours face à une équipe des Pelicans qui est en développement et qui a encore en fait bouleversé son roster cet été. Après, le concernant, je pense que ce serait peut-être un peu prématuré en fait d'exiger d'être entouré de telle ou telle manière ou de se fixer tel objectif lié au playoff vu la complexité en fait du contexte déjà de sa franchise mais aussi de ce que représente sa conférence parce que il y a d'autres équipes qui se développent, il y a déjà des équipes qui sont installées mais ce qui est certain c'est qu'on mise sur lui et je pense que c'est d'ailleurs dans ce sens-là que va le départ de Lonzo Ball, ce que je trouve dommage. Mais je pense que ça va voilà dans la continuité de donner la balle à Zion, de faire de lui en fait quelqu'un d'encore plus impliqué dans ton attaque, mais après il faudra que lui soit aussi conscient de ses défaillances, notamment au rebond et en défense. Voilà, l'idée c'est peut-être de déjà se développer individuellement et de faire confiance peut-être à Green et à son staff. Je suis totalement d'accord. Si j'ai posé cette question, c'était un peu provoqué, mais peut-être dans le sens inverse, c'est-à-dire que on voit déjà beaucoup pas de rumeurs, mais de tweets, etc. sur Zion, New Orleans, etc. Il va terminer sa 3e saison, probablement en pré-saison de l'année prochaine. On lui proposera son extension, probablement max. On va lui donner le maximum qu'on peut du côté de la Nouvelle-Orléans. Donc pour moi, sur l'échelle Anthony Davis de la crainte de la Nouvelle-Orléans, je le mets à 2 sur 10. Franchement, il n'y a pas de crainte encore à avoir. Alors ça serait vraiment embêtant si on ne s'améliore pas. Et ça, je suis peut-être pas sûr qu'ils vont s'améliorer. Mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur encore son avenir. Tu l'as dit, Ilias, on n'a pas de précédent de joueurs qui refusent cette extension-là. C'est trop risqué financièrement. T'en penses quoi, Alan? Ouais, l'argument que sont utilisés, c'est oui, mais Zion n'est peut-être pas comme les autres. Mais en réalité, il y a eu déjà des cas similaires et ça s'est pas fait. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça veut pas dire que les Pélicans ont le temps, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas un certain contrôle, que ce soit financier ou en termes voilà contractuels sur la situation. Ils l'ont, mais à eux de pas faire des bêtises. Mais moi, par contre, leur intersaison, c'est pas la meilleure. Moi, c'est pas le truc le plus intelligent qu'ils ont fait pour essayer d'être compétitif et des Zion. Remplacer Lonzo Ball par Devonte Graham. Ils se sont insérés dans un ou deux deals où ils ont entre guillemets réussi à se débarrasser de Adams pour ils récupèrent Valanciunas dans le deal. En fait, depuis la draft de Zion, il y a pour moi pas mal de petites choses que je comprends pas et qui font pas tout le temps toujours sens. Drafter un Jackson Hayes dans le top 10 quand t'as drafté Zion ou ce genre de choses-là. Après, ça veut pas dire que Zion va demander non demander son trade ou partir, mais ils font pas non plus les choses. On va pas dire qu'ils font les choses bien parce que ce sont des jeunes joueurs, laissons le temps. Mais l'idée est pas toujours la plus intelligente, j'ai l'impression. On va dire que c'est peut-être pas. Et j'ai l'impression que David Griffin est un petit peu en train de perdre du crédit en fait qu'il avait accumulé lors de son passage aux Cavs et de ses débuts à New Orleans. Et j'ai l'impression qu'il est en train de surfer sur une vague un petit peu plus négative parce que mine de rien, tout avait très bien démarré et en plus t'as ce cadeau en fait qui te tombe du ciel. Anthony Davis demande son trade, tu vas forcément lui accorder parce que ça fait déjà 6 mois qu'il l'exige et t'as la chance en fait pile au moment où en fait le système de loterie a changé, t'es le premier à bénéficier en fait de ce loterie pick et de tomber en fait sur le numéro 1 et de choper Zion Williamson. Mais après tous les mouvements qui en ont découlé n'ont pas fait progresser la franchise et aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu es par exemple déficient sur ton tir extérieur, tu es déficient, extrêmement même déficient en défense, je crois que tu as le 24e defensive rating de la ligue, et tous les mouvements que tu as fait cet été ne vont pas dans le sens de l'amélioration de ces deux axes. Comme le disait Alan, t'es passé en fait. Si, mais pas tout de suite, quoi. À terme. Ouais. Peut-être pas tout de suite. Donc, mais c'est vrai, c'est assez intéressant. Griffin avait beaucoup de. C'est un mec qui a refusé certains postes plus ou moins pour choisir la bonne destination. Donc effectivement, il perd ce crédit-là malgré la chance. Tu l'as dit.
Transition, la chance, ils ne l'ont pas eu. Eux, ce sont les Nuggets. Question vis-à-vis de l'absence de Jamal Murray. Est-ce qu'ils auront l'avantage du terrain pendant les prochains playoffs? Allez, Alan. On parle de Jamal Murray. Là encore, il y a des questions orientées. Je suis obligé de te donner la parole. Avantage du terrain pour les Nuggets ou pas? Je pense que c'est possible. Très honnêtement, je pense que c'est possible. Alors, il n'y aura pas la plénitude des Nuggets sans Jamal Murray, c'est pas. Mais je vois aussi d'autres équipes qui étaient potentiellement candidates à cet avantage du terrain, qui peuvent ne pas l'avoir en fait. Notamment les Clippers. Les Clippers étaient un candidat. Les Clippers à 100% sont un candidat crédible au top 4 à l'Ouest. Je pense sans Kawhi, ça peut faire une équipe déjà en moins. Dallas, est-ce que Dallas, on est sûr avec Porzingis, avec des petites questions autour de Jason Kidd, autour du front office, que c'est un lock entre guillemets pour être top 4? Pas forcément, peut-être, mais pas forcément. Il y a certes, je pense que les Lakers, Utah est une super équipe de saison régulière et Phoenix sont des équipes qui peuvent vraiment se hisser dans cette zone-là, mais Denver, avec Nikola Jokic, qui est on en parlait la semaine passée avec Tom, un des meilleurs joueurs de saison régulière, un joueur qui en saison régulière te permet d'avoir vraiment un niveau soir après soir de très bonne compétitivité. Je pense que s'il refait une saison du même Maccabi, ils peuvent être dans le top 4. Il va avoir nécessairement besoin qu'Aaron Gordon soit là tout le temps. Il va falloir qu'il n'y ait vraiment aucun blessé, que Aaron Gordon soit tout le temps, que Will Barton joue beaucoup, qu'ils aient la progression de Michael Porter, que Michael Porter soit le deuxième meilleur joueur de cette équipe-là, soir après soir, tant que Jamal Murray soit pas là. Et si c'est ça, et qu'à côté, du côté par exemple de Portland, des Clippers, de Dallas, ça se passe super bien, ils pourraient peut-être se hisser en 4. Peut-être. Je vais donner quelques éléments sur l'absence de Jamal Murray l'année dernière, parce que dans le DH20, j'avais parlé d'une saison quasi blanche. C'est un peu faux, en fait. Je vais revenir sur mes propos, parce qu'il a joué quand même 48 matchs. Et ah oui, il se blesse tard. Hein. Il se blesse assez tard. Et on avait souvent la stat, ils font 16-8 sans Murray. Et même, ils passent un tour de playoff. C'est vrai. Du coup, j'ai voulu regarder, c'est quoi leur 16-8? Sans faire injure, ils jouent 2 fois les Rockets, fin de saison, 2 fois les Pistons, etc. Ils ont 5 matchs contre des équipes qui étaient dans le top 10 à l'efficacité, au net rating, pardon, et ils font 2 victoires, 3 défaites. Donc du coup, est-ce qu'on n'est pas plus inquiet que ça en fait, Ilias? Est-ce qu'ils peuvent vraiment y aller? Parce que c'est haut quand même sans un All-Star comme Jamal Murray, l'avantage du terrain. C'est haut, mais comme le disait Alan, après le truc c'est que tu pourras pas combler la perte du talent de Murray face au top team. Mais tu as clairement l'équipe pour te maintenir dans le top 4, sachant que ça va aussi peut-être dépendre d'une question qu'on n'a peut-être pas encore posée, c'est est-ce que Murray va revenir? Alors, on va partir du principe que ce soit pas le cas parce que il s'est quand même blessé assez tard dans la saison et que généralement les franchises ont tendance à ne pas précipiter le retour après ce genre de blessure. Après, le problème c'est que Denver joue dans une conférence où tu as des adversaires directs qui peuvent aussi être pénalisés, voilà, comme les Clippers. Mais heureusement, enfin, je dirais que Jokic il t'assure quand même un plancher assez élevé et il continuera d'être aussi productif, mais faudra faire avec faudra vraiment faire en sorte que l'absence de Murray, elle vienne pas s'ajouter à des Barton qui a souvent tendance à rater des matchs. Et voilà quoi. Et faudra aussi parler de Monte-Morris qui du coup prend une importance décuplée dans cet effectif. J'ai appris vis-à-vis de Monte-Morris un truc assez ouf en préparant l'émission. Depuis qu'il est arrivé en NBA en 2017, il se plaignait de tendinite récurrente en fait. Et il explique que c'est la première saison où il a fait des examens médicaux, il a essayé de mettre en place des traitements pour éviter d'avoir ces tendinites-là. Donc, à voir, il a promis que ça deviendrait un nouveau joueur. Bon, je pense qu'il y a un peu de storytelling, mais on verra. Ça c'est assez intéressant. Deuxième question de Tom. Quel pourcentage de chances que Porter Jr. devienne All-NBA cette saison? Là, on va être très mathématique, les gars. Parce que donc, All-NBA, 3 équipes. Équipes qui prennent en compte arrière, ailier, pivot. On a donc 3 équipes, 2 places pour les ailiers, donc 6 places en tout. 8 joueurs du DH20, tous dans le top 15, sont considérés comme des ailiers. On peut retirer Anthony Davis, on en parlera, il y a une question de son poste cette année, et Kawhi, qui vraisemblablement ne jouera pas. On a donc Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Jason Tatum, Paul George, Jimmy Butler, à qui on peut rajouter Zion Williamson, qui a reçu des votes l'année dernière, et Middleton, qui a aussi reçu des votes l'année dernière. Michael Porter devrait faire une meilleure saison que 3 des joueurs
Pour moi, on est à 2% de chance. J'y crois absolument pas. Et il y en a d'autres pour moi qui sont devant. Jaylen Brown, peut-être, donc je dis 0, moi. À 0, carrément. Ouais. Personnellement, j'y crois pas vraiment. Mais je pense qu'il va faire une bonne D'autant saison que- en plus. Hein. Ça veut pas dire qu'il va pas faire une bonne saison et progresser. Mais ça veut dire qu'il doit faire quoi? Il doit être à 25 points de moyenne. Hein. Ouais, il doit, vu qu'il a pas la production en passe, Voilà. pas vraiment en rebond, il doit être à 25 avec une efficacité incroyable. Ouais. Le Mais pire, moi, c'est j'ai qu'il un peut le autre faire. problème, Mais c'est moi j'ai juste un autre problème, les gars aussi, c'est concernant MPG, c'est son côté beaucoup trop unidimensionnel. C'est quelqu'un qui peut évidemment être productif d'un côté du terrain, mais moi, de ce que j'ai pu voir, notamment en play-off, pour quelqu'un qui a une telle longueur de bras et un physique quand même assez imposant, je trouve pas ça normal en fait qu'il soit aussi déficient en défense. Et c'est pas normal en fait que à certains moments il soit ciblé et que on provoque des mismatchs sur lui au point qu'il en devienne un petit peu pénalisant pour la défense des Nuggets. Après c'est comment tu vas essayer de maquiller un peu ta défense pour pouvoir le cacher, mais il faudrait qu'il travaille vraiment là-dessus pour pouvoir au moins prétendre à la 3e team. Mais déjà que la 3e ça va être dur, mais alors les 2 premières, je pense que c'est déjà cuit. Sachant que les All-NBA, au niveau du point de vue du vote des journalistes, c'est pas l'All-Star Game. Il n'y a pas ce jeu de donner des places à des joueurs qui font partie d'équipes. Là, on se rapproche pratiquement de ce qui est des 15 meilleurs joueurs de la saison, presque. Donc, c'est très compliqué de l'imaginer à l'intérieur. Est-ce que, les gars, la deuxième question n'est pas le corollaire de la première? S'ils veulent être top 4, voire plus, ils doivent avoir un Michael Porter qui se rapprocherait du niveau All-NBA. Qui rentre dans la conversation des 10 meilleurs ailiers de la ligue, offensivement. Complètement. Après, Ilias a tout résumé, c'est compliqué d'entrer dans cette catégorie-là si tu as aussi peu d'impact défensif. Hein. C'est quand même... il progresse, on va dire. On va dire qu'il est de plus en plus moins négatif, quoi. Il est de moins en moins négatif. De plus en plus moins négatif. Ouais. Après, et l'avantage, c'est qu'avec sa jeune carrière, il a quand même déjà joué les playoffs 2 fois, et ça reste quand même un avantage pour pouvoir accumuler de la bouteille. Et puis, il a Aaron Gordon aussi à côté de lui qui peut masquer des trucs, pas tout, mais quand même. En parlant de masquer, là, il n'y a pas vraiment de masque du côté de... On y va, on enchaîne avec Dallas. J'ai oublié de le préciser, mais on est sur l'ordre alphabétique des surnoms d'équipes, à l'inverse de l'ordre alphabétique. Voilà, ça a commencé par les Warriors, si les gens veulent aller. Exactement, voilà, le W. Les schémas défensifs de Kidd ont beaucoup fait parler à Milwaukee. Alors ça, c'est pour ceux qui nous écoutent depuis très très longtemps. Que peut-on espérer à Dallas? Qui est une façon un petit peu cachée de demander, on peut espérer quoi de Jason Kidd à Dallas? Alors, Alan, t'en espères quoi, Jason Kidd à Dallas? Plusieurs choses, mais si on parle schématiquement sur la défense, je n'attends rien. Je veux voir ce qu'il va proposer. On se souvient, c'était pas les débuts du podcast, mais Kidd à Milwaukee, c'est les premières années du podcast. C'est quand on vraiment de 2016, il arrive un peu avant, et puis jusqu'à 2018 où il se fait virer en courte saison, et puis ensuite Milwaukee va en playoff et se fait battre par Boston. Alors, si autant offensivement, il a vraiment, selon même Giannis le dit, d'autres le disent, il a vraiment peut-être participé à aider Giannis à se développer dans le joueur qu'il est aujourd'hui, autant défensivement, il fait passer Mike Budenholzer pour Leonidas, quoi. Enfin, c'est pour vraiment un génie de la tactique, parce que Budenholzer est pas non plus un génie, hein. C'est juste je pense qu'il s'est tiré le mieux de ce qu'il a, et il a son système qui marche. Donc j'attends rien. Je sais même pas de quoi il s'occupait réellement aux Lakers, parce que souvent les assistants ont un rôle. Je pense qu'il avait plus un rôle de superviseur proche des superstars, et un peu bras droit de Vogel sur certaines choses. Donc j'attends de voir. Il y a un personnel que je trouve intéressant, parce que si Porzingis est là sur le terrain, on va pas me faire croire que défensivement ça peut pas être un joueur plus. Moi j'y crois toujours à son potentiel défensif. Dwight Powell, c'est pareil. Ils ont les ailiers, les Finney-Smith. Si tu regardes un peu, ils ont un peu toutes les pièces, quoi, pour que ça puisse, je pense, marcher. Avec quand même le souci Luka,
qui peut aussi lui progresser, mais j'en attends rien. J'attends de voir en fait. Je veux voir, je sais pas non plus qui dans son staff il a pris. Je crois pour s'occuper de la défense, les rôles sont pas vraiment sortis, mais il a dû prendre des gens pour s'en occuper. Et moi, j'attends de voir comment ça va se passer. Je pense que le tout, c'est déjà de savoir s'il aura su peut-être s'inspirer de son passage aux Lakers, où il a quand même pu côtoyer un des meilleurs coachs défensifs de la ligue en la personne de Vogel. Mais je suis pas certain en fait que le roster qu'il a à sa disposition lui permette de basculer, par exemple dans une première moitié de la ligue en défense. Je pense qu'il y a pas suffisamment de joueurs estampillés défensifs dans cette équipe. Après, il faudra essayer de trouver une alchimie collective de ce côté du terrain. Mais on a vu aussi par le passé qu'il y a beaucoup de coachs qui ont, on va dire, maximisé ce qu'ils avaient parmi les qualités de leurs joueurs pour peut-être essayer de créer un espèce de chaos par l'attaque en faisant un petit peu fi de la défense. Mais le problème, c'est qu'un petit peu à l'image des Pelicans, je trouve qu'avec les Mavs, on part de loin, même si il y a quand même un axe de progression à travailler. Il a pris Kokoskov, je viens de vérifier. Il a pris donc l'ancien head coach de Phoenix, qui était en Europe l'année dernière au Fenerbahçe. C'est son assistant coach. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un mec qui a de l'expérience quand même. Il a pas pris, il sait pas. Le plus sûr je pense, j'aurais pu penser qu'il aurait pris des mecs peut-être pas trop connus, tu vois, pour avoir le leadership complet. Ouais. Mais il a pris Jared Dudley. Même si on sait après voilà. que les Américains vis-à-vis, c'est pas un mépris, mais il y a toujours vis-à-vis peut-être des coachs étrangers, surtout que le succès à Phoenix a pas été incroyable. Enfin bref, j'essaie de regarder moi du coup l'historique de Jason Kidd, parce que je me suis dit on a peut-être un souvenir beaucoup plus sombre que la réalité. 5 saisons en tant que coach, une seule fois dans le top 10 des attaques, et de mémoire c'était avec cette équipe de Brooklyn qu'il avait pris en cours de saison, une seule fois dans le top 10 défense. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on sait que ces Mavs de Luka, c'est une équipe qui vit beaucoup derrière la ligne, qui a beaucoup shooté sous Carlisle, et les équipes de Kidd étaient toujours dans le top 10 au niveau des shoots près du panier, mais souvent très 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 loin NBA. Je parle parmi les 10 dernières au niveau de la quantité de shoot à 3 points. Donc à voir s'il va adapter ça et s'il va s'adapter à son effectif et accepter qu'il y ait beaucoup de 3 points. Il a parlé quasiment que de ça lors du training camp et les différentes interviews que j'ai pu lire de lui. J'ai l'impression que sa grosse cible, pas de manière péjorative ou négative, c'est vraiment faire en sorte que Porzingis puisse contribuer à cette équipe plus que ce qu'il a fait, et normalement ça devrait pas être très compliqué parce que on en a été réduit à un joueur qui était utilisé comme spot-up shooter, et je pense que tu peux quand même faire autre chose de ce joueur. Après, il y a toujours cette crainte, les intérieurs qui se sont beaucoup blessés, notamment suite à des croisés. Pour revenir un petit peu en arrière dans le temps, moi je me rappelle que des joueurs comme Chris Webber et comme McDyess, qui étaient des joueurs puissants, qui avaient tendance à brutaliser les raquettes adverses, au fil du temps et après s'être fait les croisés l'un comme l'autre, ont eu tendance à s'écarter du cercle. Après, eux, ils ont dû travailler leur shoot pour pouvoir le faire. Porzingis, il a, on va dire, des qualités naturelles de shooter. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il ne devienne pas que ça. Exactement. Après, là où c'est difficile pour Kidd, c'est qu'il quitte quand même un coach en Carlisle qui, on en parlera plus tard, est quand même déjà un des meilleurs coachs de la NBA. Donc, la comparaison pourrait être difficile. Et puis, le petit point Franck. Quel rôle pour Franck, et est-ce sa dernière chance de lancer sa carrière NBA? C'est très intéressant que Tom ait mis le verbe lancer et pas relancer. Bref, je pense que tout le monde a compris où je veux en venir. Est-ce que c'est déjà sa dernière chance? Moi, je dirais que au moins, il vient apporter les qualités dont il dispose face à un besoin évident qu'a Dallas. Donc meneur défensif spécialisé, on va dire, dans la mission de se charger des meilleurs guards adverses, mais il faudra quand même proposer un minimum de choses en attaque et être moins timide, surtout dans son jeu, parce que contrairement à un autre Français qui récemment s'est fait couper son avenir en NBA, je parle de Sekou Doumbouya. Franck a quand même l'air d'être un bosseur, qui a quand même l'air d'être quelqu'un d'assez sérieux, qui a tendance à s'entretenir et faire en sorte de se battre pour sa place. Après, Luka, il est là, ok, mais disons que il faut que tu sois en capacité de rivaliser avec
Jalen Brunson, Trey Burke, Tyrell Terry. Mais après, si tu n'arrives pas à te fondre là-dedans, forcément, ça ressemblera potentiellement à ta dernière chance en NBA. En fait, plus j'ai réfléchi à cet effectif de Dallas, moi je suis fan du fit parce que je pense on lui préférera d'autres joueurs. En fait, Brunson, c'était un des meilleurs gardes offensifs de sortie de banc. Franchement, il était vraiment très très bon. Il va jouer, bien sûr. Et en fait, je pense qu'ils vont peut-être préférer le profil de Josh Green, moi, qu'ils ont drafté dans le top 20, qui a fait les JO aussi avec l'Australie, et qui lui, en fait, est déjà spécialisé dans la mission défensive et le spot-up shooting, peut-être un peu plus que Frank. Donc, et qui a commencé des matchs dans le 5 en pré-saison. Je sais que ça veut rien dire, mais je sais pas, il a commencé des matchs dans le 5 en pré-saison avec Luka, Porzingis et tout. Quand c'est un nouveau coach, je pense que c'est quand même un petit indicateur. Donc j'attends de voir. Il y a Brunson, il y a Hardaway. Donc je pense qu'il va jouer Frank, mais je suis pas sûr. Il y a Bullock. Bullock est un peu plus grand, je pense qu'ils vont l'utiliser. Tu me diras, ça dépend comment ils startent. S'ils startent avec Porzingis en 5, on aura la doublette Bullock-Finney-Smith à côté, Hardaway, Luka. Et ensuite, sur le banc, je pense qu'il va jouer, mais je pense qu'il aurait peut-être eu un meilleur rôle pour lui-même progresser et jouer plus dans un autre contexte d'équipe. Après, deux points positifs. Déjà, je me demande à quel point avoir un joueur comme Luka qui garde beaucoup la gonfle et peut-être ôter une partie de cette création à Frank, c'est pas quelque chose de positif. Où là, bien évidemment, ça va être déterminant. Je pense qu'on peut prédire la saison de Frank Ntilikina en regardant dans 8 mois la colonne spot-up shoot et combien il a fait, parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Et deuxième chose, Kidd, de ce que j'ai lu, aurait voulu sa venue. Enfin, il l'aurait poussé pour qu'il arrive. Donc, quand t'es dans les petits papiers du coach, c'est pas négligeable. Ça peut toujours être positif pour peut-être gratter quelques minutes. Là, on passe au gros morceau. Les Lakers. Les Lakers avec une question d'Ilias. Quel 5 pour finir les matchs? Alors moi, j'ai écrit entre parenthèses, quel match? Playoff ou saison régulière? Mais je vais te laisser commencer, Ilias. Moi, j'ai posé cette question en fait parce que je crois que je suis moi-même incapable d'y répondre en fait. Je comprends pas trop en fait le recrutement des Lakers. L'insistance de LeBron à vouloir recruter un mec comme Melo. Je la comprends encore moins en fait que le fait d'avoir voulu recruter Wade aux Cavs. On a beau avoir un trio de multiples All-Stars, j'ai pas vraiment en fait confiance en cette équipe. J'ai trop de doutes sur sa capacité à défendre la périphérie. T'as perdu deux tes meilleurs défenseurs sur l'extérieur avec KCP et Caruso, qui avaient quand même une bonne activité. Et après, j'aime bien l'ajout de Malik Monk. Je suis d'ailleurs aussi surpris en fait que AD, quand il dit qu'il était étonné de le voir atterrir aux Lakers. J'étais à peu près persuadé, par exemple, moi je le voulais à Détroit, j'étais persuadé qu'on mettrait quelques dollars sur sa pomme. Mais qui va défendre dans cette équipe sérieusement en dehors de Davis? Est-ce qu'en jouant ensemble et en partageant la création, LeBron et Westbrook vont pouvoir un peu se dédommager et défendre un peu plus? J'en sais rien, ça c'est une autre question. LeBron, il l'a plutôt bien fait ces 2 dernières saisons parce que tu sentais qu'il pouvait faire quelque chose avec ses Lakers. Mais est-ce qu'on va avoir cette version-là ou celle de sa première saison aux Lakers? Donc voilà, moi je suis assez inquiet et je vois pas trop en fait comment finir les matchs, si ce n'est avec tes stars et Malik Monk, et il y a une dernière place qui je vois pas trop qui pourra l'occuper. Plus, t'as parlé de la défense, c'est intéressant. Peut-être plus encore la défense sur les postes arrière, parce qu'on peut se dire Anthony Davis, Dwight Howard à quelques restes, LeBron quand il veut peut être un joueur qui a défensivement, il y a le reliquat de Trevor Ariza aussi, on peut se dire ça peut être pas mal. Mais alors sur les lignes arrière, Alan, c'est compliqué. Hein. Oui. Les profils défensifs des lignes arrière des Lakers, c'est des rookies, donc en fait ils joueront pas. Enfin, c'est les rookies qu'ils ont et qui, je pense, joueront dans l'équipe G-League et tout, c'est des vrais profils défensifs. Et tu joues pas, et c'est normal que tu joues pas. LeBron veut jouer le titre.
Donc c'est dommage, ils sont des joueurs vraiment unidimensionnels, alors que il y a 2 ans dans la bulle, ils avaient vraiment cette espèce de trio, de duo. KCP, Danny Green, il y avait Avery Bradley dans la saison régulière aussi. Ce trio-là, il était parfait, je pense, pour être à côté de LeBron pour terminer les matchs. Moi, j'aime beaucoup Malik Monk, mais les Malik Monk, il défend pas. Hein. Pas du tout. C'est chaud, Ouais. C'est ça. J'ai vu une partie du match là de pré-saison, un des matchs de pré-saison. Moi, j'ai pas vu le match de pré-saison des Lakers, honnêtement, mais à Charlotte, il défendait jamais. Bah, en fait, si tu te contentes de ces highlights offensifs, t'as l'impression qu'ils ont recruté un All-Star. Ouais. Après, de l'autre côté du terrain, c'est terrifiant. Enfin, je pense que les équipes adverses, elles vont se régaler. Tu peux switcher sur quasiment n'importe qui sur la ligne Moi, arrière. je pense qu'Ellington a des chances de finir les matchs. Ellington ou Monk. Moi, j'ai mis. Alors, pour essayer de répondre à la question, on est d'accord, le trio de stars, les gars, est acté. Davis, LeBron, Westbrook. Je me dis que si Ariza revient à peu près, Ariza joue. Il est déjà blessé 2 mois, les gars. Il est déjà blessé. C'est ça déjà le problème. Et ensuite, je me dis, Horton Tucker, il n'y a pas assez de tirs. Tu peux pas le mettre. Il peut pas, il tire pas en spot-up. Donc, tu es obligé de mettre Monk. Mais alors, je me suis dit, Westbrook, Monk. C'est quoi les opposés? T'as Monk, Ellington. Mais Bazemore, il joue plus. Il est pas bon, hein, depuis C'est très, très. Et pour en revenir à Melo, j'ai pas envie d'insister sur l'idole de Adrien, mais Melo, on se rend pas compte à quel point il est pénalisant en défense. Je pense que la fanbase des Blazers, ça peut nous en parler mieux que personne. C'est dramatique ce qu'il a pu proposer. Après, je pense qu'en attaque, tu pourras toujours compter sur lui pour te mettre un shoot important. Mais si sur l'attaque d'après, il provoque un mismatch sur lui, bah tu sais déjà que c'est égalisation pour l'équipe adverse, quoi. Ou alors non, tu peux pas mettre Melo dans un 5 terme. D'un côté, les Blazers l'ont fait sur des matchs de playoff, les gars, l'année dernière. Oui, mais ils ont pas. Oui, mais ils ont perdu. C'est peut-être pour ça. Et pourtant, t'avais un Lillard stratosphérique. Hein. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Et en face, ils avaient même pas Jamal Murray. Ça, c'est une pure question de playoff, parce qu'en saison régulière, ça devrait aller, je pense. Ouais, ils vont gagner des matchs en saison régulière. Puis on sait pas, d'ici là, peut-être qu'il se passera 2-3 trucs, mais ça, c'est une question saison régulière. Par contre, sera-t-il défenseur de l'année Anthony Davis à la fin de la saison? Et ben, du coup, en conclusion de tout ce qu'on a dit, quand t'es défenseur de l'année, certes, c'est une distinction individuelle, mais elle sous-entend un minima collectif que n'aura pas Anthony Davis, je pense. Ça vient souvent récompenser. C'est pas, l'idée n'est pas le meilleur défenseur d'une des meilleures défenses, mais souvent, c'est difficile pour même un top défenseur, s'il n'est pas dans le top 5 des défenses NBA, d'avoir le GPO. C'est ça, et après, faudra aussi une production chiffrée, mais le problème, c'est que moi, l'inquiétude un petit peu plus globale, pour m'écarter très légèrement de la question, c'est que Vogel, on sait que c'est un coach très axé sur la défense, mais qui, comme on le disait juste avant pour Dallas, est-ce que cette année, il aura les joueurs à sa disposition pour pouvoir mettre en place sa philosophie, sachant que en attaque, il a tendance à faire confiance à ses stars, et je pense que l'attaque, elle sera faite de pick and roll entre Westbrook et ou LeBron avec AD, mais là concrètement, quid en fait du bilan général des Lakers? Moi, vous me dites vous semblez assuré qu'ils finiront en tête de la conférence Est, enfin peut-être parmi les 1, 2, 3 premières places. Honnêtement, moi j'ai un doute, et je dirais pas que c'est ma grosse take du podcast, mais moi je sais pas si les Lakers auront l'avantage du terrain. Voilà, c'est dit. Sachant, on n'a même pas mentionné un Kendrick Nunn, mais là encore il y a d'autres problématiques qui se posent. La question, on va pas passer 3 heures sur les Lakers, les gars, qui est lié, c'est là il y a plus vraiment d'axe de progression, dans le sens où le seul joueur qui est plus ou moins tradable, c'est Horton Tucker en fait, parce que en dehors t'as que les stars, et ensuite t'as des joueurs sur des contrats de 1 an. Donc
à moins d'espérer le marché des buyouts. Mais encore une fois, souvenez-vous des cris et des pleurs sur André Drummond ou etc. buyout. Voilà, on a vu les résultats. Et on n'a même pas parlé de DeAndre Jordan. J'ai vu la fanbase des Lakers, je veux pas qu'on en parle. Ils ont raison, je pense, parce que c'est dramatique. Ça, c'est vraiment comme quoi le copinage dans la vie, ça fait tout. Complètement. On va enchaîner avec, on reste en Californie, les Kings. Buddy Hield, on en fait quoi? Est-il dans le projet pour le long terme? Une question de Gabin, Nocem, on le salue. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, c'est quoi le projet des Kings à long terme? Jouer les playoffs, retrouver les playoffs. Ouais, retrouver les... Ça fait 15 ans, les copains. On part de très très loin. Ah. Pour moi, il a trop de valeur pour pas bouger à un moment. C'est un contrat dégressif. C'est un des meilleurs shooters de la NBA. Mais on n'en parle pas assez. On parle souvent des Lillard, etc. Dans toutes les statistiques, Hield est top 5. C'est un malade, hein, qu'on se le dise. Hein. Les statistiques au shoot, elles sont incroyables. Parce que le volume est incroyable, en fait. Il y a un volume. C'est le mec qui a pris le plus de shoot à 3 points, je crois, en pré-saison pour l'instant, un truc comme ça. Enfin, il en prend. Il a longtemps été, justement, dans des rumeurs de trade. Aux Lakers. Avec l'équipe qu'on venait de traiter. Et je pense que finalement, ça aurait peut-être eu un peu plus de sens. Certes, tu ne gagnes pas forcément, voire même pas du tout en défense, mais il aurait pu te permettre d'apporter un vrai besoin que les Lakers ont. Mais la question qui est posée sur Buddy Hield, tu peux en fait la transposer à quasiment tout l'effectif des Kings. Est-ce que Bagley est un projet à long terme? Non, je crois pas. Pour moi, Bagley, c'est fini. D'ailleurs, quand tu prends Marvin Bagley, deuxième et troisième du nom, ils t'ont clairement fait comprendre que l'avenir s'écrivait pas à Sacramento. Et forcément, pour une équipe qui a pas joué les playoffs depuis 15 ans, tu fais que ressasser et que te souvenir, notamment en voyant ses perfs. Tu fais que de te rappeler en fait du 18 juin 2018 quoi, le soir de la draft où voilà tu décides de pas prendre Luka et tu tombes sur un joueur qui en plus va te cocher toutes les cases les plus négatives concernant la draft d'un rookie aussi haut, c'est-à-dire qui ne performe pas, qui est nocif à ton vestiaire, qui est blessé et qui en plus demande à mi-mot son trade ou en tout cas son départ. Donc, voilà. C'est super dommage parce que je me rappelle, moi, la fin de sa saison rookie, c'était là où il était vraiment le mieux. Il fait la prépa avec Team USA pour la Coupe du Monde en Chine et il se blesse en fait. Il se blesse et ensuite là, c'est super dommage. Mais le souci de Sacramento pour moi, il est que Fox, c'est un super joueur. C'est un des meilleurs jeunes. C'est déjà un joueur établi. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont les possibilités de renforcer l'effectif. Ils l'ont eu parce qu'ils ont drafté haut. Donc là, les 2 dernières fois, ils ont drafté donc en 9 et en 12, je crois. Ils ont pris 2 potentiels vraiment role players ou même plus, hein, qui peuvent se mettre à côté de Fox, en Haliburton et Mitchell. Le souci, c'est que déjà, t'es à l'ouest. C'est trop fort. Hein. À terme, c'est jouer les playoffs. Donc, dans les 2-3 prochaines années, il faut bouger. Mais il faut pas bouger Buddy Hield en mode on récupère des assets. Il faut bouger pour un joueur ou pour Ben pour Simmons. Un ou 2 joueurs. Je sais pas si c'est pour Ben Simmons, mais il faut bouger pour un top 30 NBA. Un top. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont la matière pour faire ça aussi? Tu peux te dire qu'ils peuvent inclure toujours un Harrison Barnes dans un deal. Après, Hield, je maintiens qu'il a de la valeur. Oui. Si tu vises de titre, Hield, il a énormément de valeur. Ce qui coûte 20 millions en plus, ça s'ingurgite. Enfin, ça va. Moi, je pense qu'en fait, oui, pour moi, ils peuvent monter un package, je pense, parce que des joueurs comme Harrison Barnes, Mo Harkless, peut-être des pics, 1 ou 2 pics, et accepter de lâcher un jeune, entre guillemets.
je pense pas qu'ils veulent. Alors les fans des Kings, si tu leur dis lâcher à Liberton, ils vont te poursuivre en courant. Ils vont te crucifier. Voilà. Ouais. Mais oui, je pense que si tu mets 2 pics, un jeune, Harrison Barnes, et je pense que tu peux aller chercher un joueur à mettre à côté de De'Aaron Fox. Et c'est là, pour moi, le seul moyen pour eux de retrouver les playoffs. C'est-à-dire, même pas content play-in ou pas, d'être dans le top 6. C'est déjà très très dur, parce qu'à l'Ouest, c'est super compliqué. Ouais. Mais pour parler de manière un petit peu plus générale, et qu'est-ce que tu fais concrètement, collectivement avec cette équipe? C'est quoi par exemple ton axe? L'an dernier, ils avaient une super attaque. T'as la pire défense de la ligue. On avait une super attaque et on faisait ce qu'on pouvait en défense parce qu'en fait le personnel marchait pas et on essayait juste de mettre plus de points. Voilà. C'est compliqué, surtout que si tu fais ce genre de move, Harrison Barnes a plus que 2 ans de contrat, donc il est free agent en 2023, donc c'est un move que tu dois faire cette saison, sachant que pour revenir peut-être au point de départ et poser la deuxième question sur les Kings aussi, le deal avec les Lakers a été capoté à cause des Lakers. Hein. Visiblement, les Kings, eux, le voulaient. Et ça peut se comprendre, parce qu'il y avait quand même, on en parlera des Wizards dans le prochain épisode, il y avait quand même un groupe de... Est-ce que c'était le même package? Est-ce que c'était Kuzma, Harrell, KCP? C'était, alors, de mémoire, les fans des Lakers pourront me contredire, c'était 2 sur les 3, je crois, et des pics. Tu vois, ça a plus de sens déjà. Enfin, si tu te sépares de Buddy. Enfin, bref. Peut-être l'espoir du côté de ces Kings... Fan des Kings, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est que de la NBA. Pourcentage de chance de voir De'Aaron Fox All-Star cette saison, les gars. C'est un peu la même que pour Michael Porter. Moi, j'ai mis Luka, Chris Paul, Booker, Mitchell, Stephen Curry. Ja Morant était très bien classé l'année dernière, il l'a pas fait, mais il a été très bien classé. Shai, ça fait déjà 7 noms. Lillard. J'ai oublié Lillard. 8 noms. Booker, t'as dit Booker? Ouais, j'ai dit Booker, ouais. 8. Mitchell, ouais, j'ai dit aussi. Ouais. Mais... Mitchell, ouais. Non, Westbrook, c'est cuit. Moi, je pense que Westbrook, par exemple, par le simple fait d'être à LA et de potentiellement gagner des matchs comme vous semblez y croire, déjà, il part forcément avec un avantage. En plus, enfin, il y a personne de mieux pour noircir une feuille que Russell Westbrook. Je pense que moi, j'arrive pas à voir comment, on va dire, l'environnement pourrait s'améliorer pour les Kings de manière aussi à faire en sorte que certains joueurs puissent être mis en avant. On sait tous, enfin, je pense que toute personne qui suit un tant soit peu la NBA sait à quel point Fox est talentueux, et en plus, il y a vraiment ce côté entertainment chez lui qui fait qu'on a envie de le regarder jouer. Mais le problème, c'est qu'il joue dans une franchise dont tout le monde se fout, excepté les fans des Kings. C'est ça. Puis, on sait que... je vais faire le parallèle avec ce que j'ai dit. Tard, en plus, pour nous les Français. Qui joue tard. Pour nous les Français. Puis, tu vois, le All-Star, on sait, contrairement au NBA, il y a aussi un moment des joueurs qui vont être intégrés grâce aux résultats collectifs. Et là, comme on le sous-entend, il y aura pas vraiment de résultats collectifs, donc ça risque d'être difficile. Et puis, c'est pas le meilleur poste pour entrer à l'arrière, à l'ouest. C'est assez blindé. Il y a des, enfin, pour revenir très légèrement en arrière, on sait que des joueurs comme Conley et comme Lillard, ils ont longtemps souffert de la présence à l'ouest, en fait. Parce que Fox, tu le mets à l'est, je pense que il est facilement All-Star. Et il a déjà été, je pense, presque. Je pense même qu'il pourrait déjà être All-Star. On va aller du côté d'Utah. Que manque-t-il à l'équipe pour être considérée comme compétitive? Une question de Gabin. Je pense que c'est une question qui renvoie peut-être à la perception du Jazz. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Jazz soit peut-être considéré autrement? On rappelle, une saison régulière incroyable la saison dernière, mais un peu comme chaque année, comme chaque pré-saison, on les oublie peut-être un peu quand on parle des plus grosses écuries. Alors, Alan, il manque quoi? Un ailier. Un ailier qui ne te coûte pas en attaque tout en étant plus en défense. J'espère que c'est pas ce qu'il vous pense que Rudiger est, parce que je pense, même si Rudiger va les aider, c'est pas le Rudiger de... C'était quoi le meilleur Rudiger? Le Rudiger de Toronto. Sacramento. Toronto. Ouais, Toronto, Sacramento. Non, de Memphis. Ah oui. Ouais, tout début, ouais. Attention, Tom, il va débarquer. Ouais, je te rappelle que c'est quand tu trades qu'ils commencent à gagner tous leurs matchs de playoff, hein, donc. Oui, et ils upset les Spurs au premier tour sans Rudiger. Là, je dors pas assez. Donc,
Mais l'équipe, franchement, elle est top. Moi, c'est vraiment une des meilleures équipes de saison régulière, comme on l'avait dit. Juste par la présence de Gobert, ça te permet de jouer avec les quatre à côté, c'est-à-dire Conley, Mitchell, Bogdanovic et soit Ingles, soit Royce O'Neal, ou t'as Jordan Clarkson qui arrive avec son rôle de pistolero, t'as Rudy Gay qui, je pense, a été recruté et va jouer vraiment, et ça peut bien les aider. Je ne veux pas qu'Hassan Whiteside voit le terrain, je le dis. Et est-ce qu'ils ont pas pris Eric Pascal pour ouais, ils l'ont pris parce que c'est le pote de Mitchell. Depuis Tout le monde le sait. Ouais, mais est-ce qu'il te propose pas aussi une autre alternative à Gobert ou à un grand comme Whiteside Oui, au poste 5? peut-être même du pick Voilà. and roll, du pick and pop, potentiellement. Mais ce qui leur manque, c'est d'avoir peut-être un peu plus de chance en playoff. Mitchell a vraiment à 100% tout le temps. Ils ont jamais été à 100%, j'ai l'impression. Toujours des petits bobos ou Je dodeline, Ben, je suis pas vraiment d'accord. Parce que les 2 dernières fois où le Jazz a fait les playoffs, ils se sont retrouvés dans les meilleures dispositions pour pouvoir passer. Ce qu'il leur manque, au-delà d'un joueur, je pense que c'est la capacité à dans la bulle, ils ont pas de chance. Le shoot, il tourne 3 fois. Hein. Ouais, mais tu vois, mais ils mènent 3-1. Ils jouent, en fait, ils perdent des séries qui sont censés gagner si tu suis le... On est d'accord. Ouais. Donc on sait tous à quel point historiquement c'est impactant de perdre une série après avoir perdu 3-1. Et l'année dernière, ils mènent 2-0 et Kawhi se blesse en cours de route. C'est l'occasion normalement rêvée. Et là, tu sais pas ce qui se passe, et t'as Reggie Jackson qui se prend pour je sais pas quoi et qui produit quelque chose que j'aurais jamais soupçonné sous le maillot des Pistons. Mais bon. C'est la capacité à conclure en fait qu'il leur manque. Je sais que ça fait un peu galvaudé, c'est limite un terme qui est devenu générique dans la bouche de beaucoup de femmes, mais comment dire, ils ont choke quoi. Et à 2 reprises normalement, quand la bête est blessée en face, tu dois la terminer. 3-1, 2-0, blessure de Kawhi. Ça, c'est plusieurs éléments qui viennent se superposer, qui doivent faire normalement que tu dois conclure. Peu importe que Gobert soit devenu pénalisant en cours de série, peu importe, tu dois conclure. Puis, c'est Utah, quoi. C'est-à-dire que, par essence, on donnera peut-être moins de crédit à Utah qu'à certaines autres équipes de grandes villes américaines où Utah devra peut-être un peu plus lutter pour avoir de la reconnaissance. Parlant de reconnaissance, on a aussi une question sur Donovan Mitchell. Là, on reconnaît que c'est une question de Tom. On a un bel anglicisme. Overlook pour le trophée de MVP. Est-ce qu'on donne pas assez de crédit à Donovan Mitchell pour le trophée de MVP? J'ai été voir du côté du Nevada. Ouais, Las Vegas, 15e dans les prédictions. J'ai envie de vous dire oui et non. C'est-à-dire que 15e, c'est pas choquant. On sait que le MVP, je vais reprendre un peu le DH20, il faut que tu sois dans les 11 là qu'on a mis au-dessus du reste là. Faut quand même, c'est rare que le MVP ne revienne pas à un mec qui est pas dans ces 11 là. Et Mitchell, il en est, c'est certes, on a dit qu'il était très bon, mais il est encore un peu loin de ce 11 là. Donc j'ai du mal. Je pense pas qu'il est sous-estimé pour le trophée de MVP. Moi. Et je pense que il peut beaucoup plus être un MVP de playoff qu'un MVP de saison régulière parce que le jeu d'Utah mettra peut-être moins en avant une production statistique soir après soir. Il aura peut-être sûrement pour lui, il sera peut-être le meilleur attaquant d'une très bonne attaque et d'une équipe qui gagne des matchs, mais ça sera peut-être moins influent statistiquement et tout ça, alors que peut-être que s'il serait dans un autre, est-ce que Donovan Mitchell peut dans une autre attaque aurait pu être le leader d'une attaque héliocentrique, peut-être. Mais à Utah, il en a pas besoin déjà. C'est pas une des équipes qui fait le plus de passes, une des équipes qui a le plus de tirs dans les coins, une des équipes qui prend les meilleurs tirs de la NBA. Donc peut-être qu'il aura peut-être moins ce crédit individuel, on va dire. Alors qu'en playoff, on le voit que là, oui, la capacité de pull-up, de prendre en main, de faire carton soir après soir, ça, il peut le faire. Il a 0 vote la saison dernière, les gars. Alors qu'ils ont le meilleur bilan.
Ils ont le meilleur bilan. Il a pas un vote. Le seul vote, c'est une 4e place et 5e place pour Rudy Gobert. Il a pas de vote l'année dernière. Est-ce qu'il n'est pas confronté aussi en fait à ce que pense le microcosme de la NBA du Jazz et en fait de son duo parce que si tu prends les différents classements des personnes qui sont estampillées comme référencées à l'échelle des médias NBA, tu vas prendre les top 20 des joueurs de ces personnes-là. Certains vont inclure Gobert, d'autres vont inclure Mitchell. Mais très souvent, c'est assez équilibré aujourd'hui quand t'arrives pas vraiment à faire la différence entre lequel des deux est véritablement ton meilleur joueur, même si moi je pense avoir un avis assez évident. J'ai pu le dire justement lors de notre épisode du DH20. Mais je pense que ça vient aussi peut-être le pénaliser un petit peu à ce niveau-là et sur la perception générale qu'on se fait du joueur qui est Donovan Mitchell. C'est vrai qu'il y a énormément de débats sur qui est le joueur le plus important pour l'effectif et effectivement, dès que tu as ce débat-là, c'est difficile d'accrocher une statuette de MVP. On peut enchaîner avec les Grizzlies, les Memphis Grizzlies. Quel pourcentage de son temps GGG, Jaren Jackson Jr. au poste 5 passera Jaren Jackson Jr. au poste 5 cette saison quand il sera en santé. Tom déjà il met dans la question une partie de la réponse. Alors moi j'ai été surpris de voir les gars en regardant Jaren Jackson Jr. les statistiques, il a passé plus de temps durant sa saison sophomore en 5 qu'en 4. Alors c'est des statistiques qui sont toujours un petit peu difficiles, ça se joue à peu. C'est basket référence. Ouais, basket référence, tu vois. C'est compliqué. Ensuite, la saison dernière, il y a que 11 matchs, donc c'est tronqué. J'ai vu le match contre les Hornets. J'ai bien aimé en pré-saison des Grizzlies. J'ai bien aimé de ce que j'ai vu Steven Adams. Puis je me suis souvenu que Borrego avait mis PJ Washington en 5 en face. Donc je me suis dit, c'est normal que l'autre prenne à peu près 25 rebonds. Donc pour moi, Jaren Jackson Jr., tant qu'il montrera pas une capacité à défendre sans faire des fautes, parce qu'il fait toujours un camion de fautes, 5, c'est pas bon encore. Enfin, il jouera une partie du temps, je pense, parce qu'offensivement, il a trop d'impact et trop d'importance, mais il faut défendre sans faire des fautes, en fait. Tant qu'il défendra en faisant autant de fautes, c'est un des joueurs de la ligue qui en commet le plus, je pense que ça sera difficile de l'installer vraiment au poste 5. J'aime ton avis parce que je suis pas d'accord avec toi et donc forcément ça va susciter le débat. Moi à la question de savoir quel pourcentage de temps il y passera, moi j'aimerais, c'est un souhait personnel qu'il le soit le plus de temps possible parce que déjà premièrement il te permet de stretcher et il y a rien en fait d'indécent aussi par exemple avoir un joueur comme Kyle Anderson en 4, ça te permet d'intégrer un des mecs que j'ai beaucoup aimé dans cet effectif des Grizzlies l'année dernière, qui est Desmond Bane. Tu peux l'intégrer à ton 5 facilement au poste 3, et là tu vas gagner en dureté, en activité des deux côtés du terrain encore plus que ça l'est déjà, et encore plus de capacité à shooter avec en attaque tu peux forcément mettre en place ton fer à cheval, tu peux avoir plus de variations et surtout permettre à un joueur comme Ja Morant d'attaquer les intervalles parce que là clairement il va pouvoir se régaler notamment s'il est dans la continuité de ce qu'il a fait en fin de saison dernière et lors du play-in. T'as pas peur de la défense parce que là ils défendent déjà suffisamment bien, mais après c'est une alternative. Mais moi personnellement, je le mettrais le maximum possible au poste 5 parce qu'après c'est aussi une manière camouflée de dire que je suis pas fan de Steven Adams. C'est vrai que bon, on va se méfier des impressions de Steven Adams sur des pré-saisons contre des. J'ai trouvé sur la pré-saison le début, j'ai vu 3-4 matchs où ça a mis des 5 mais ultra small ball, je sais pas trop quoi en conclure. Bref, Alan, t'en penses quoi du coup sur Jaren Jackson Jr. en 5? La question, en réalité, elle est assez simple. C'est est-ce que quand Adams n'est pas sur le terrain, est-ce que Jaren Jackson est ton 5? En vrai, la question, on peut commencer cette question-là, et l'organisation du roster de Memphis te fait que, à part Xavier Tillman, il n'y a pas vraiment de backup pivot. Voilà. Xavier Tillman est un très bon joueur. D'ailleurs, c'est le témoin. Jaren Jackson est son témoin de mariage parce qu'ils étaient ensemble la partie gossip. C'était ils étaient ensemble à la fac et on pense beaucoup que pas Jackson a poussé pour qu'il soit là parce que Tillman est un super bon joueur, mais ils s'entendent bien sûr très très bien. Mais je pense que les deux ont déjà joué ensemble. Je pense que ça dépend en fait.
si Tillman et Jackson sont sur le terrain, qui est ton 4, qui est ton 5, mais je pense qu'en fait, quand il jouera avec Adams, bah, il sera le 4 et il jouera aussi avec Tillman. La question c'est est-ce que Jackson jouera des fois sans les deux, sans un des deux. Et parce que si tu joues sans un des deux, tu le fais jouer avec Clark, qui est un pur 4. Et ensuite, comme l'a dit Elias, c'est du Dylan Brooks, du Kyle Anderson ou du Desmond Bain avec Ja. Et là, t'es dans des choses plus petites, même si tu peux mettre un Chris Dunn, même si tu peux mettre ce genre de joueur pour apporter quand même de la dureté, t'es plus petit. Je pense, moi, personnellement, qu'il jouera, aller un tiers de son temps au poste 5. Mais c'est une question, Ben, aussi, à laquelle faudra quand même répondre assez rapidement côté Grizzlies, parce que c'est le seul joueur quand même de sa cuvée de draft, en tout cas de la partie haute de la draft, qui a pas encore signé son extension. Du coup, là, il est vraiment dans une année charnière, et je pense que l'objectif premier, au-delà de savoir quel poste il va occuper, c'est déjà de rester en santé. Et ça, c'est le gros problème de Jaren Jackson. Il n'a pas vraiment joué beaucoup de matchs. Finalement, son échantillon de matchs sur la base de ce qu'il a comme saison en NBA derrière lui, elle est assez faible. Et du coup, je pense que c'est une question à laquelle les Grizzlies devront assez rapidement répondre, parce que le tout, c'est de savoir si tu vas pouvoir accorder à ce joueur l'extension que tous les autres ont pris, c'est-à-dire une extension max. Puis ou prouver aussi quel sera ton rôle, ce qu'on l'a vu. Ayton, il y a des questions autour de sa prolongation, c'est pas sûr, mais on sait, en gros, on a vu ce que serait DeAndre Ayton, là où serait Jaren Jackson. Tom le dit assez souvent, les meilleurs flashs de Jaren Jackson, ça remonte au moment où il avait un Marc Gasol à côté de lui et que défensivement, il avait... donc là où, même si Steven Adams, je ne compare pas les deux, peut-être qu'avoir un vrai pivot avec peut-être une âme défensive pourra l'aider. Dernière question rapide sur les Grizzlies, sont-ils plus faibles que l'an dernier? On remarque le scepticisme légendaire de Tom vis-à-vis de son équipe. Pour moi, on a parlé de lui, Jaren Jackson, ils sont meilleurs parce que leur deuxième meilleur joueur dans l'esprit devrait jouer une saison, on l'espère, complète, là où ils l'ont eu que sur 11 matchs. Alors, ils ont peut-être perdu Valanciunas pour Adams, ils ont plus Grayson Allen, mais le fait de retrouver Jaren Jackson, pour moi, les rend aussi bons, si ce n'est meilleur s'il y a une explosion. Et Ja va progresser. Il est jeune, il sera meilleur en année 3 qu'en année 2, je pense. À cet âge-là, c'est normal, chaque année tu progresses, t'es meilleur. Il était déjà énorme en saison rookie, il a encore été meilleur l'an dernier. Donc je pense qu'ils seront, oui. Mais on reconnaît le scepticisme de notre camarade. Mais après ça va dépendre. Je fais confiance moi surtout au staff. C'est un très bon staff. Il identifie toujours comment bien jouer. Le front office fait souvent des bonnes sélections à la draft. Des joueurs qui matchent bien entre eux. Il n'y a jamais trop de soucis de vestiaire. Il y a jamais. Moi, je pense que c'est un bon environnement. C'est un environnement propice à de la progression année après année. Voilà. Tant que Jared Culver joue pas, tout se passera bien. Je savais qu'il allait en parler. On finira là-dessus le petit point Memphis, et puis on va finir du coup l'Ouest avec les Clippers. Qu'attendez-vous de cette saison qui se profile sans Kawhi? Petit, encore une fois, point statistique. Kawhi avait raté 20 matchs la saison dernière, 11 victoires, 9 défaites pour ces Clippers. On en attend quoi, Elias, de Clippers sans Kawhi? Du coup, pour vraisemblablement une bonne partie de la saison, si ce n'est toute la saison. Honnêtement, que Paul George continue sur la voie de ses derniers playoffs. Ni plus ni moins. Vraiment, voilà, c'est un joueur que j'avais pas mal critiqué en intégrant le podcast, parce que entre ses déclarations, des performances qui n'allaient pas dans le sens de tout ce qu'il annonçait, et différents petits à côté, voilà, j'avais souvent eu tendance un peu à l'avoir dans ma ligne de mire, mais j'ai adoré ce qu'il a fait l'année dernière en playoff. On a retrouvé un vrai Paul George avec voilà tout le skill set voilà mis à sa disposition, et ça a été encore plus visible après la blessure de Kawhi. Donc après forcément ça lui a permis de prendre un petit peu les choses en main. Après moi ce qui a d'idéal, on va dire, c'est que tout le monde a prolongé. Kawhi a prolongé, Paul George a prolongé, Reggie Jackson a prolongé. Donc on travaille sur une espèce de continuité chez les Clippers, et je pense que ils ont réussi à gagner quelque chose qui leur manquait terriblement en fait au moment où ils ont
constituer l'effectif et en fait qui était faite que de déclarations et de blabla, c'est-à-dire qu'on se reposait sur le fait qu'ils avaient un effectif talentueux et qu'ils allaient aller au bout. Là, concrètement, même s'ils ont été éliminés, même s'ils sont pas allés au bout, je trouve que tout ce qu'ils ont pu proposer, notamment lors de la série face aux Suns, ça va déjà dans le sens de la constitution d'un groupe et franchement, j'ai été assez bluffé par ce qu'ils ont fait et bravo aussi à Tyronn Lue pour avoir fait ce qu'il a fait. Alan, t'en attends quoi de ces Clippers? La jump shooting team, c'était un peu une de nos punchlines la saison dernière. Ouais. Tu t'aimais bien mettre en avant une équipe qui shootait beaucoup. Qui shootait beaucoup et qui était pas toujours la plus agressive, ce qui avait changé dans les bons moments des playoffs, comme l'a rappelé Elias. C'est assez compliqué de savoir ce que j'en attends parce que une équipe où normalement ou un membre du DH20 qui plus est du vraiment tier 1 ou tier 2 du DH20 est blessé, tu peux plus vraiment en attendre grand chose. J'attends qu'il fasse les playoffs, que Paul George soit All-Star, candidat All-NBA et que à côté en fait, il y a pas, tu vois, il y a pas peut-être ce jeune, si Terrence Mann, tu me diras, ce jeune peut-être qu'on attend, qui pourrait prendre de l'importance avec la blessure d'un Kawhi. Parce que c'est une équipe de vétérans en réalité. Hein. Le corps d'équipe est un corps de vétérans. Tu crois pas en BJ Boston? Bah, si je crois en BJ Boston, mais BJ Boston, il peut pas jouer en NBA aujourd'hui avec son physique. Mais si, il peut, mais oui, et les deux rookies qu'ils ont, c'est des joueurs que j'apprécie énormément. C'est extrêmement intéressant. Ils ont drafté deux des joueurs les plus jeunes, mais avec les plus gros potentiels entre guillemets, ça m'intéresse parce que une équipe qui joue le titre, normalement, peut se dire qu'elle va aller sur des profils plus NBA ready. Je sais pas s'ils vont jouer. S'ils jouent ces deux-là, oui, je vais regarder énormément les Clippers. Mais Est-ce que ça ressemble pas un petit peu à la signature des Lakers 3 ans en arrière avec THT? oui, ça peut. Qui n'était pas encore prêt et qui en fait ils ont fait le pari de miser sur la patience concernant ce joueur et son développement et aujourd'hui il a intégré la rotation et en plus prolongé. Est-ce qu'il joue le titre aussi cette année? C'est ça aussi la question qui se pose par ricochet. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Paul George. J'ai un petit souci. Paul George a déjà raté 42 matchs depuis qu'il est chez les Clippers. C'est vrai. C'est énorme. On sait qu'il était plus présent à OKC, mais à OKC, à chaque fin de saison, on entendait parler des problèmes à l'épaule. Bon, ouais. Je me demande si on peut compter sur lui comme il sera là une bonne partie des matchs, mais les matchs sans Kawhi, sans Paul George, parce que tu avais parfois des alternances entre les deux. Il y en a un qui jouait, l'autre se reposait, mais là, quand tu te dans une conférence Ouest, on l'a dit, qui comme tous les ans sera très relevé, se retrouver sans deux joueurs du DH20 et se retrouver avec ton meilleur joueur qui est je ne sais pas qui, en fait, peut-être le Reggie Jackson des playoffs, s'il est encore là, c'est compliqué. Marcus Morris qui va tirer 25 fois par match. Oui, Moi, j'ai quand même du mal à croire, même si je leur souhaite, mais j'ai du mal à croire que Reggie Jackson maintienne ce niveau d'insolence. Parce que en fait, voilà, enfin, dire par exemple qu'ils sont devenus autre chose qu'une équipe de spot-up, c'est pas vraiment vrai parce que quand on se reporte aux séries des playoffs derniers, ils ont fait que de shooter, mais la différence c'est qu'ils ont tout mis. Ouais, mais il y avait du drive and kick. Au moins, ils attaquaient le cercle pour ensuite décaler. Tu vois, notamment PG, notamment Paul George qui a retrouvé ce rôle avec l'absence de Kawhi. Et là, clairement, on était de retour sur un Paul George, voilà, qu'on aime observer. Mais en fait, j'ai vraiment du mal à situer si ils ont pas en fait explosé leur plafond, en tout cas en ce qui concerne le groupe qui restait après la blessure de Kawhi dans ces derniers playoffs. Parce que franchement, maintenir un tel niveau d'insolence au niveau de la réussite au tir extérieur, c'était assez incroyable parce que moi je les voyais pas prendre autant de matchs aux Suns personnellement. Ouais, non, il y avait vraiment de ça. Il y avait, oui, un petit peu cette rébellion qu'on a un peu critiqué des fois, parfois avec des Clippers un peu passifs. Donc personnellement, j'y crois pas non plus. Et rappelons peut-être pour ceux les ayatollahs du tanking, aucun intérêt pour eux. Ils n'ont pas leur choix de draft qui va au OKC. Donc, aucun intérêt à balancer la saison. Peut-être intérêt à donner un peu des responsabilités à un Terrence Mann, etc. Mais aucun intérêt à tout balancer. Dernière question. On n'a pas cité son nom et pour moi, c'est très symptomatique. On attend quoi de Serge Ibaka, les gars, maintenant? Parce que, il faut se souvenir que quand il était arrivé, on était tous fans de la signature.
On avait dit ça peut être le 5 pour terminer les matchs, un peu de shoot. Bon, c'est plus le Serge Ibaka, décidément on parle beaucoup d'OKC là, ce n'est plus le Serge Ibaka d'OKC. Il a connu une saison extrêmement galère. On en attend quoi les gars exactement maintenant? Moi franchement, Kawhi, PG, Reggie Jackson, Batum, Ibaka pour finir les matchs, c'est Marcus Morris. Ou Marcus Morris, tu veux, mais c'est top. Hein. L'idée, elle est super. Malheureusement, sans Kawhi et sans les grandes joutes potentielles de playoff, il a peut-être moins d'importance. Serge Ibaka, ça peut être. Est-ce que ça peut être une monnaie d'échange pour eux si jamais ils essayent, ils voient que bon, ça sera impossibilité d'aller au bout, est-ce qu'ils peuvent se mettre dans quelque chose comme ça. En tout cas, s'il joue, c'est un joueur qui va vraiment vraiment aider parce qu'on a vu que l'an passé, tout Ivica Zubac qu'il est et tout small ball à outrance qu'ils ont mis en place, la possibilité d'avoir Serge Ibaka t'aide. Et quand tu regardes l'effectif là, en termes d'intérieur, c'est extrêmement faible parce que si Ibaka joue pas, ça va être Harry Giles ou Hartenstein qui va prendre une dizaine de minutes et c'est pas possible. C'est pas envisageable. Ouais, et on part du simple principe que si tu as Ibaka et que tu comptes sur lui, forcément ça donnera un petit peu moins de minutes à Zubac, qui est plus que pénalisant pour son équipe. Enfin, dès l'instant où il est sur le terrain, on voit, hein, c'est dès la première minute d'un match, le meneur adverse ou le porteur de balle adverse, il a tendance à demander la balle et à provoquer un switch sur lui. Enfin, on a parlé de Gobert. Si Gobert à son niveau peut être on va dire un élément un peu négatif dans certaines fins de match de play-off, qu'est-ce que tu veux dire de Zubac? À la rigueur, au moins, Ibaka, il peut te proposer autre chose, même si on avait vu que dans certaines séries de playoffs, lui aussi avait un petit peu de mal à défendre le pick and roll. Mais je préfère quand même cette alternative, même si je pense pas que si Kawhi revient, je pense qu'ils laisseront les choses ainsi. Mais s'il revient pas, ce sera certainement, comme le disait Alan, une potentielle monnaie d'échange. C'est ça, parce que j'ai l'impression qu'on fantasme un peu sur le niveau actuel de Serge Ibaka. Il a 32 ans. On a les dernières fois qu'on l'a. Alors je suis d'accord dans l'idée, il est meilleur que Zubac largement dans l'impact défensif, mais les fois où on les a vus jouer les deux, je trouve que c'est de moins en moins. C'est de moins en moins évident en fait, c'est de moins en moins implacable comme logique et c'est ça qui m'inquiète un peu. Enfin moi, j'ai l'impression que peut-être ce rêve du 5 que tu as mentionné, Alan, on le verra peut-être jamais parce que Serge Ibaka est en fin de contrat à la fin de la saison et pour une équipe qui se doit de jouer avec le cap comme doivent le faire les Clippers qui ont d'énormes contrats, forcément se posera la question de est-ce qu'on le re-signe et surtout comment. Enfin donc, je sais pas, moi j'attends peut-être que ça soit la saison où l'on voit peut-être s'il a encore du gaz, quoi, s'il peut encore faire des choses, tout simplement. Complètement. Ok, et ben du coup, on a réussi les gars, en plus en étant globalement, il nous avait laissé 8 équipes, donc on avait le droit de dépasser un petit peu en étant globalement dans les clous, donc bravo les gars, merci, on n'était pas dans votre zone de confort comme je l'ai dit, mais vous avez assuré, et on a donc bien compris une des hot takes de cette pré-saison. Ilias n'est pas chaud sur les Lakers. Ça vous l'aurez compris. On vous rappelle aussi, on a l'honneur d'être le partenaire de la NBA pendant cette pré-saison, donc n'hésitez pas, le League Pass dans la description, passez par le lien si vous voulez souscrire au League Pass, ça nous aidera beaucoup. Et puis surveillez votre compte Twitter parce vous a déjà fait un concours pour un maillot des Warriors, on vous fera un concours bientôt pour un League Pass et pour une équipe de l'Est. J'en dis pas plus, messieurs, il y a de la pré-saison à regarder, il y a des matchs de foot américain, foot, soccer, entre guillemets. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, bonne semaine à tous et à plus. Salut. Salut. Bye. Ciao.